Eh ben, bonjour à toutes et à tous, mais merci d'être venus aussi nombreux. Enfin, je ne sais pas si je dois dire merci en fait. J'ai un peu peur. Nous, on va vous parler de développement durable avec Aurélie. Comment faire enfin des logiciels bons pour les gens et pour la planète. Et ça marche plus. Ça marche plus. Très bien. Ça marchait tout à l'heure. Donc bonjour, je me présente, je suis Aurélie, je suis UX/UI designeuse chez Code Lutin depuis 2 ans. Donc Code Lutin, c'est une ESN nantaise, à côté de Nantes. Donc moi, je suis Cécilia, je suis développeuse chez Shodo à Nantes depuis lundi. Alors, tout d'abord, on va revenir sur la définition du développement durable. Parce que c'est vrai que c'est une notion qu'on entend de plus en plus. Et on oublie parfois la définition qu'il a été donnée à ce terme en 1987 dans le rapport Brundtland. Donc le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent, sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Donc on voit que ça s'appuie sur 3 piliers, le pilier social, environnemental et économique. En anglais, people, planet, profit. Et à tout ça se rajoute un facteur indispensable, c'est la gouvernance. C'est-à-dire la participation de tous dans les décisions et la réalisation, la mise en œuvre des actions. Donc on a vraiment tous un rôle à jouer dans le développement durable. Et donc en informatique aussi, c'est possible de faire du développement durable. Si on reprend les 3 P, people, planet, profit. Par exemple pour l'aspect people, donc personne, on a tout l'aspect accessibilité et accès aux informations, quel que soit le support qui est utilisé. La planète, on va avoir l'éco-conception. Alors je ne sais pas si ça parle à tout le monde, l'éco-conception. Donc c'est une démarche qui va viser à intégrer l'aspect environnemental dans toutes les étapes du cycle de vie du produit. Ça c'est l'éco-conception en général, mais ça s'applique bien aussi à l'informatique. Et puis profit, parce que oui, on est encore dans une société capitaliste, et donc il faut quand même gagner un peu d'argent, et pas trop plomber le budget des projets. Donc on va faire une petite mise en situation. C'est un projet factice, hein, c'est un concentré de tout ce qui ne va pas dans des projets, qui peut ne pas aller dans un projet informatique. Mais ça arrive. Donc un nouveau projet vient de tomber, on est super content. Ouais, c'est génial. Bon, on va falloir créer un site qui claque. Ça c'est les mots du client. Et on va former une super équipe de dev, d'ops, du XUI. Tout le monde va être prêt à booster son CV avec les nouvelles technologies de ce projet. Ça va être génial. Donc on va commencer par une phase de design. Classique, hein, mais pas trop parce qu'on n'a pas trop budgété le truc, quoi. Donc ça va être assez court. On ne va pas avoir le temps d'interroger les utilisateurs. De toute façon, on a un cahier des charges hyper détaillé. Les utilisateurs, on n'en a pas franchement besoin. On sait tout ce qu'il faut faire. Il y a plein d'idées, ça va être génial. Et en parallèle, on va commencer à bûcher sur l'architecture. Ça, c'est le truc, c'est la partie vraiment intéressante du projet, quoi. On va pouvoir y mettre toutes les nouvelles technos, elle va être trop bien. On va pouvoir jouer avec des nouvelles choses, ça va être génial. On va tout mettre, tous les buzzwords. On va même mettre un peu d'IA si on veut, parce que pourquoi pas. On va avoir le maquettage UI aussi. Donc là, on va avoir le design le plus à la mode, hein, parce que le client, il veut un truc qui claque. Donc on va vraiment prendre les trucs top. Et puis on est là pour montrer notre savoir-faire quand même. On va vraiment se la péter. Voilà. Et après, on arrive à la phase d'implémentation. En fait, on a déjà gagné trop de budget. Voilà, on n'a pas trop le temps de faire ça joli. On va faire vite fait, copier-coller. De toute façon, c'est ce qu'on fait tous, tout le temps. Voilà. Puis le designer, il ne peut pas trop faire des retours sur la maquette parce qu'il est parti sur un autre projet. Donc on fait un peu comme on peut au niveau UI. Voilà, tant pis, s'il y a des incohérences, on verra ça plus tard. De toute façon, on vendra de la TMA après, donc c'est très bien, c'est parfait. Voilà. En tout cas, on est super confiants. Ça va dépoter, les temps de réponse vont être super. On a pris les dernières technos, donc ça peut être que bien. Voilà. Moi, franchement, je suis hyper sereine. Ah oui, on n'a pas pensé à l'hébergement aussi. Merde. On va prendre le truc le moins cher. De toute façon, on n'a plus de budget, donc voilà. On fera ce qu'on peut.
Ouais, voilà. C'est bon, c'est livré. Hein. Bon, nous, en tout cas, on est contents parce qu'on s'est fait plaisir vraiment sur tout ce projet-là. On est super, franchement. Le retour du client, les utilisateurs, ça marche pas bien. Hein. Personne n'est satisfait. Oui, bon, je comprends pas. Non, les temps de réaction, pas terribles, ouais. Ouais, puis c'est moche, ouais. Bon, peut-être que pas pratique non plus. Ah mince. Bon, les utilisateurs se plaignent. Et puis le client aussi il se plaint parce que finalement on a eu une rallonge budget et puis il est pas très content non plus, donc il va finir par aller redemander à une autre boîte son site. Bon, alors ça c'est un scénario catastrophe, mais qu'est-ce qu'on peut faire du coup? Arrêter l'informatique. C'est une possibilité. Du coup, oui, on va arrêter l'informatique et on va ouvrir une pâtisserie. Finalement, on se dit que c'est la meilleure solution. Ouais, parce que moi, j'adorerais pouvoir préparer ce genre de gâteau, quoi. Ça serait génial. On fait un super gâteau, un chef-d'œuvre, hyper design tendance, ça va plaire à tout le monde. En plus, la pâtisserie, ça, tout le monde adore le sucré, donc ça va être génial. Puis on va peut-être même pouvoir s'acheter un nouveau robot, là, pâtissier qui est sorti, là. Ça peut être sympa. Cuisine moléculaire aussi, ça me parle bien. Je sais pas, on pourrait essayer. Ça peut être sympa. Bon, on essaiera quand même, ça coûte pas trop cher à produire, hein, parce que bon, je pense quand même que on peut peut-être avoir des soucis, non? Bon, allez, je suis impatiente. Moi, je suis sûre qu'on va réussir à faire ce gâteau. On essaye? Non. Alors, à quoi ressemble notre création au final? Alors, on a un peu un mélange de tous les goûts, du chocolat, du fruit, de la crème, parce qu'il fallait plaire à tout le monde. Voilà, c'est un petit peu écœurant quand même. La tenue du gâteau, on peut en parler. C'est assez particulier. Alors, on ne sait pas trop comment le manger en fait. Est-ce qu'il faut des couverts? Est-ce que ça se mange à la main? Est-ce que ça se mange à la paille? Peut-être aussi. On ne sait pas. On ne sait pas. Et côté décor, alors, on a voulu plaire aux enfants. Alors, on a fait un mélange Reine des Neiges, Pas de Patrouille, Spider-Man. Si, je vous jure. Hein. En bas, Reine des Neiges, au milieu, Spider-Man, et en haut, Pas de Patrouille. C'est garanti. Ça se voit. Voilà. Et puis, cerise sur le gâteau, on n'est pas capable de définir la liste des allergènes qui sont dedans. Donc, en fait, on a un petit problème pour le vendre, vraiment, ce gâteau. Et bref, personne ne l'achète. Et en plus d'encombrer les frigos de la pâtisserie, ça fait un peu baisser quand même la réputation de notre nouvelle pâtisserie. Qu'est-ce qu'on a fait de travers là, pour en arriver là? Bon, d'accord, la recette, on savait pas trop. Du coup, on a fait un peu avec ce qu'on avait sous la main. Hein. Bon, on savait pas que les gens pouvaient être allergiques, c'est vrai, quoi. Franchement. Bon, le budget, on n'avait pas forcément de business plan, c'est sûr. Et du coup, on s'est retrouvé avec des alternatives pas forcément idéales. Puis avec le coût de l'énergie, c'est vrai que là, pour le coup, on a réduit le temps de cuisson. Donc c'est pas top, quoi. Bon. On va peut-être reprendre depuis le début. Ouais. Et là, cette fois-ci, on va vraiment regarder sous l'angle du développement durable. Donc, people, les petits cœurs, planète, les planètes, et profit, les petites tirelires cochons. Voilà. Donc, tout au long de cette présentation, on ne va pas vous fournir de recettes ni de formules magiques en fait, à appliquer, désolé, mais on va vous donner une liste de points de vigilance. Alors, pas de panique, il y en aura beaucoup. Mais à la fin, vous pourrez télécharger une fiche récap. Voilà, donc, voilà, vous inquiétez pas. Voilà. Et sachez que si vous mettez tout en place, franchement, bravo, très bien. Mais si déjà vous mettez en place une ou deux petites astuces, c'est déjà super. Voilà. Donc à chaque fois qu'on vous présentera un point, il y aura un nombre de cœurs, un nombre de planètes et un nombre de petites tirelires en fonction du degré de chaque point. On va commencer par trouver la bonne recette. Parce que ce qui est important quand même, que ce soit en cuisine ou en informatique, c'est de savoir où on veut aller. C'est pas en ayant une vague idée de ce qu'on veut faire, en mélangeant tous les ingrédients qu'on a dans nos placards qu'on peut arriver à un chef-d'œuvre.
En informatique, c'est pareil. On va commencer par l'UX. L'UX, donc c'est le user experience, c'est l'ergonomie, c'est penser aux utilisateurs. On va penser ensuite aux fonctionnalités qui répondent à un besoin et pas aux fonctionnalités qu'on a envie. Et on va voir comment on harmonise tout ça. Donc premièrement, on va définir les personas. Qui va manger ce gâteau? Les personas, c'est une représentation synthétique des catégories d'utilisateurs cibles pour savoir à qui on va s'adresser. Donc, qui va manger le gâteau et pour qui on va développer l'application. Étudier à qui l'on s'adresse permet de mieux les comprendre et de viser juste du premier coup pour notre site, notre application, et donc d'être économiquement plus intéressant. Pour notre gâteau, si on s'adresse à des enfants, par exemple, un gâteau au yaourt avec plein de couleurs arc-en-ciel et fait licorne, ça va être génial et pas très cher. Par contre, si c'est pour un couple de jeunes mariés, la pièce montée mangue ananas, insert yuzu et glaçage fève de tonka, ça va quand même être un peu mieux, mais du coup beaucoup plus cher. Ensuite, on va définir le parcours utilisateur. Pourquoi on m'achète ce gâteau? Pourquoi on me le commande? Dans quel contexte va-t-il être mangé? Pour notre projet informatique, on va se poser aussi les questions. Est-ce que c'est un site statique, un site dynamique? Est-ce qu'il y a besoin d'avoir des échanges entre les utilisateurs? Quelle sera la fraîcheur de données? Est-ce qu'il y aura des actus, un forum? Si c'est une appli métier, est-ce que c'est très pointu? Est-ce qu'il y a plusieurs niveaux de connaissance des utilisateurs? Comprendre le contexte, ça permet d'interroger nos personas par rapport à cette situation et de comprendre ce qu'elles cherchent en arrivant sur le site. Et pour notre gâteau, il est intéressant de ne pas proposer la même recette si on va le manger dans la rue entre deux rendez-vous ou si c'est pour finir un bon repas avec des gens qu'on aime. Et enfin, on va prendre du recul pour avoir la vue d'ensemble. Maintenant qu'on a défini nos personas, maintenant qu'on sait dans quel contexte va être utilisée notre application, on sait à peu près les fonctionnalités que l'on va avoir. Et l'important, c'est de les hiérarchiser, de savoir ce qui est indispensable à ce qui est très facultatif. Comme ça nous permet dès le début d'économiser le développement d'une fonctionnalité qui plaisait pas mal aux développeurs, mais finalement on s'est rendu compte que les utilisateurs, ils n'en avaient rien à faire de ça. Donc économiquement, c'est beaucoup plus intéressant. Plus le parcours utilisateur est défini et optimisé, plus l'utilisateur sera content d'aller sur le site et plus l'indice d'éco-conception sera bon et le profit économique également. On connaît les goûts, on sait ce qu'ils veulent, ce qu'ils attendent, les contraintes, tout ça, c'est super. Maintenant, avec toutes ces connaissances, on va pouvoir construire notre gâteau et notre recette. Est-ce qu'on va faire plutôt des mousses, des biscuits, un cœur coulant? Ça donne pas la même impression quand on mange le gâteau. En informatique, on va choisir comme ça les principes ergonomiques qui correspondra le mieux à notre situation. L'enchaînement de pages, les modales, des chemins de navigation, les formats de tableaux d'information, tout ça. C'est à ce moment-là qu'on commence à y réfléchir par rapport aux informations que l'on a récoltées précédemment. Guider l'utilisateur pour se retrouver dans le site et ne pas le perdre, c'est donner envie aux utilisateurs de revenir et d'utiliser le site internet ou l'application. Et à la fin, on prend du recul pour voir la cohérence de l'ensemble. Dans une recette de gâteau, on va relire pour voir si on n'a pas oublié un ingrédient, si on a bien tout utilisé et si tout est cohérent. Pour l'interface, c'est pareil. Est-ce que l'enchaînement de tous les écrans a été réfléchi? Est-ce que c'est naturel? Est-ce que l'utilisateur va s'y retrouver? Est-ce que les boutons d'action sont bien toujours au même endroit? Parce que ça, il n'y a rien de tel pour énerver tout le monde. Et avec notre vision sur l'ensemble de l'application,
Voilà, est-ce qu'on est satisfait? C'est à ce moment-là, il est toujours temps de faire des modifications sans que ça coûte trop cher au budget du projet. Donc c'est important d'y penser dès cette étape. Bon, alors notre recette est bien ficelée, on est content, hein, mais on peut aussi apprendre de ses erreurs et apprendre aussi pour les futurs projets. Donc c'est important dès maintenant de noter aussi ce qui peut aller, comment faire évoluer l'application par la suite, aussi bien d'un point de vue utilisateur que d'un point de vue process de mise en place. Les utilisateurs, leurs besoins qui a été défini, ils peuvent changer, comme nous, nos envies aussi peuvent évoluer. Et c'est une première version. La seconde sera peut-être différente, avec d'autres fonctionnalités. Donc c'est aussi important d'y penser dès à présent pour que ce soit évolutif. Et pour le process, finalement, c'est pareil. Nous, pour notre pâtisserie, peut-être qu'on n'a pas goûté assez les gâteaux des concurrents. Hein. On pourrait peut-être, ouais, je pense que ça pourrait être pas mal. Eh bien voilà, passons enfin au préparatif. Enfin, mais oh Alors on va essayer de détailler un peu comment on va mettre tout ça en place. Alors déjà, on va choisir les outils. Ah, c'est trop bien, choisir les outils. C'est toujours une décision un peu délicate. Hein. Voilà. Chacun va vouloir mettre en avant son dernier gadget à la mode. Hein. Je pense qu'en pâtisserie comme en informatique. Voilà. Est-ce qu'on a besoin du dernier robot pâtissier qui fait tout, peut-être même un peu trop, ou est-ce que juste un fouet, ça peut nous servir, ça peut suffire. Donc voilà, donc en développement, on a un peu la même problématique. Hein. Est-ce qu'on veut utiliser le dernier framework JS à la mode, ou est-ce qu'on n'en a pas franchement besoin et qu'on peut juste faire un site statique en HTML? On peut se poser la question. C'est difficile, c'est un choix difficile. Voilà, il faut vraiment vérifier l'utilité de certains outils et frameworks. Est-ce qu'ils ne vont pas ajouter de la complexité non nécessaire, par exemple dans la structure HTML de votre code? Est-ce que le code HTML va être conforme W3C? Parfois, faut vérifier. Donc toute cette complexité qu'on va ajouter et la non-conformité des pages, ça va ajouter une charge supplémentaire sur les navigateurs des utilisateurs. Et parce que c'est les navigateurs qui vont devoir corriger toutes ces erreurs de structure. Et ils vont les corriger à la volée, donc ça va charger un peu les PC. Et sur des machines un peu vieillissantes, ça va entraîner des lags. Et c'est casse-pied. On va aussi réfléchir à la réutilisation. Est-ce qu'on peut utiliser des morceaux déjà faits ou préparés par ailleurs? Donc, en pâtisserie, est-ce qu'on ne va pas pouvoir profiter de la préparation d'un autre gâteau en parallèle, similaire, pour réutiliser un peu les mêmes morceaux? En informatique, c'est un peu le cœur de notre métier. Hein. Le copier-coller sur Stack Overflow. Voilà. Alors, on utilise aussi beaucoup de librairies et de composants existants. Alors là aussi, point de vigilance, avant d'intégrer ces librairies et ces composants, pensez à supprimer toutes les fonctionnalités que vous n'utiliserez pas. Parce que c'est pareil, ça va surcharger un peu votre livrable. Et il y a des librairies JS qui sont assez costaudes quand on fait juste un tout petit peu, qu'on utilise juste une fonctionnalité. Donc voilà, il faut vraiment penser à tailler dedans. Je crois que ça ne marchait plus. Alors, est-ce que notre gâteau, au final, nécessitera une logistique lourde? Est-ce que ça sera un gâteau glacé et qui, du coup, c'est très compliqué pour le poser sur la table et que ce ne soit pas une flaque, qu'on puisse le manger quand même à temps? Ou est-ce que ce sera de la génoise qui pourra rester à la température ambiante longtemps? Donc, de la même manière, sur nos projets, donc là, on va faire le comparatif avec les données. Est-ce que nos données devront rester fraîches et être mises à jour fréquemment ou pas? Faut bien définir le degré de fraîcheur dont vous avez besoin sur les données. Est-ce que vous avez besoin de la milliseconde, de la seconde, de l'heure, du jour, de la semaine? Est-ce que c'est du temps réel? Donc si vos utilisateurs, ils vous demandent forcément du temps réel. Hein. Mais voilà, et s'ils vous demandent ça, réinterrogez-les parce que franchement, c'est assez... les cas où il y a vraiment besoin de temps réel, et c'est quand même assez restreint. Et plus, justement, vous aurez besoin d'une fraîcheur courte, plus les coûts engendrés vont être élevés, en plus, et plus l'impact sur la planète sera
grand, parce qu'il va y avoir plein de requêtes qui vont passer, donc ça va pas être top. Et voilà. Donc c'est pas top pour le serveur et pour le client. Bon, bah maintenant, on va passer à la déco. C'est sympa pour un gâteau. Il faut qu'il donne envie, il faut qu'il soit beau, il faut... Voilà. Donc, notre site, c'est pareil, hein, il faut qu'il donne envie d'y aller. On va choisir la charte graphique pour transmettre le bon message. Est-ce que, quelle couleur on va choisir, quelle thématique? Est-ce que c'est quelque chose de très minimaliste? Est-ce qu'on veut partir sur de l'excentrique, plutôt enfantin, autre? Quelle émotion, en fait, je souhaite transmettre avec ce gâteau ou ce site? Parce que le but, quand même, c'est de donner vie au site Internet, à l'application. Ne pas faire que ce soit quelque chose de lambda au milieu des multiples sites qui existent. Donc, c'est quelque chose d'important de choisir une bonne charte graphique, dès le début. Et une fois qu'on sait à peu près où on veut aller, on interroge l'accessibilité. Parce que c'est dès le début, dès cette étape, qu'on peut faire des changements sans que ça coûte trop cher. Parce que peut-être qu'on avait choisi un joli petit orange, mais que l'orange, il passe pas au point de vue accessibilité. Donc, c'est important de changer dès le début. Et important de voir aussi les contrastes. Est-ce que le contraste est bon entre le texte, le fond? Est-ce que les typos sont lisibles? La hiérarchie du texte est-elle correcte? Est-ce que c'est utilisable par les lecteurs automatiques? Pensez à tous les humains de la planète, avec les différences et les particularités. C'est important de le faire dès à présent et de penser à transmettre les messages de la bonne façon. Alors, tendance, design, moderne, qui claque, effet waouh, ça on entend et on utilise aussi souvent ces termes quand on parle de graphisme ou d'un style quelconque, d'un objet. Mais bon, comme le dit l'adage, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Ou en tout cas, d'un point de vue métier, si, ça se discute même un peu de trop. Et puis finalement, ce qui nous plaît à nous va pas plaire aux copains, aux voisins, et puis ce qui nous plaisait finalement l'année dernière nous plaira peut-être plus l'année d'après. Et puis c'est pas parce que c'est à la mode qu'il faut forcément qu'on l'utilise et qu'on le mette dans notre gâteau. Parce que remplir le gâteau de pâte à sucre ou de fleurs, moi je trouve pas ça top quand même. Il y a beaucoup de tendances en web design. Il y a souvent des catalogues tous les ans, des catalogues de tendances qui sortent, mais qui finalement ne respectent pas toujours l'accessibilité et les utilisateurs, avec une surabondance de textes par exemple, illisibles par les dyslexiques, ou des vidéos à lancement automatique qui peuvent perturber les utilisateurs. Ou des pictos laissés à libre interprétation par les utilisateurs sans texte associé. Puis parfois, c'est les petits détails qui font la différence. En pâtisserie, des fois, on peut goûter un gâteau, et puis on tombe sur du sucre pétillant qui crépite comme ça dans la bouche. Ouais, c'est génial, on est tous contents, on retombe en enfance, on a le sourire et hop, ça nous a refait notre journée. Sur le site internet, ça peut être la même chose. Sur les applications, c'est penser des fois aux micro-interactions. Savoir que le bouton, quand on passe, il y a un halo qui nous dit que oui, la souris est bien sur le bouton et que oui, c'est bien un bouton et que oui, on peut cliquer et que oui, il y a bien quelque chose qui nous dit qu'on a cliqué et que il y a une action qui se fait. L'utilisateur, au moins, ça le rassure et ça le met en confiance d'aller sur ce site et sur cette application. Après, il faut que ça reste des détails. Je ne dis pas qu'il faut rajouter partout, tout le temps, pour faire un sapin de Noël de notre application ou un bonbon tête brûlée ultra piquant, là, comme quand on était les gamins. Et puis, voilà, il faut penser aussi dès à présent à la durée de vie de notre site. Est-ce que c'est un site qui va être très éphémère ou c'est quelque chose qui est parti pour une durée de vie estimée de 10 ans? Du coup, on va pas partir sur le même style graphique non plus parce que les modes, comme on disait, ça va, ça vient et ça change à un rythme effréné. Donc c'est important de penser. Alors, penser à l'évolution possible de la charte graphique, donc de se laisser la possibilité d'être adaptable.
Ou alors, si on a une durée de vie projetée de notre application, on sait si on va partir sur des tendances plus ou moins audacieuses. Les tendances, d'ailleurs, à voir, parce que souvent, c'est pas souvent optimisé l'accessibilité ou l'éco-conception. Donc, c'est toujours relatif et il faut voir, aller bien les interroger avant de les utiliser. Au fourneau. Voilà, on va encore mettre les mains pas dans le cambouis, c'est pas top pour les gâteaux, mais dans la pâte. Alors je sais pas si vous êtes comme moi quand vous faites un gâteau, mais moi je considère qu'il faut goûter à peu près à toutes les étapes, tout le temps. Il faut toujours goûter le gâteau. Déjà, il faut savoir s'il est comestible, c'est très important de goûter. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on va goûter notre site ou notre logiciel? Eh ben, on va le tester. Donc on va le tester un peu en continu, donc idéalement en utilisant les outils intégrés à l'intégration continue. Donc on va tester pour le gâteau. Pourquoi on goûte? On teste si c'est comestible. Évidemment, si on tombe par terre, c'est que peut-être qu'on s'est goûté sur la recette. Donc là, on va tester l'accessibilité, très, très important. Si vous arrivez à la tester de manière automatique, c'est vraiment génial. Et puis, quand on fait le gâteau, on regarde à peu près à chaque étape si la consistance va être bonne, si on n'a pas oublié de mettre de la farine, par exemple. Ça se voit assez facilement, normalement. Voilà, donc, on va pouvoir vérifier qu'on ne va pas avoir un temps de cuisson nécessaire qui va exploser. Donc, nous, là, on va pouvoir tester de l'éco-conception aussi, tout le temps, de manière automatique. Vous aurez des références sur des outils utilisables sur la fiche tout à l'heure, pour tester ces deux composantes, l'accessibilité et l'éco-conception. On va essayer aussi de suivre à peu près la recette et on va utiliser les ingrédients pour ce pourquoi ils sont faits. En général, on ne remplace pas la farine par du sucre dans un gâteau. Ou alors vous êtes aventurier. Voilà. Donc pour une application web, là on va utiliser les balises HTML pour ce pourquoi elles sont faites. Je vais être un peu lourde avec ça, je suis désolée, mais on utilise des balises link pour des liens, des boutons pour des actions. Voilà, on ne fait pas des on-click sur des divs, on fait pas, voilà, tout ça. On utilise des H pour les titres. C'est très très important pour l'accessibilité, pour les lecteurs d'écran. Si vous ne faites pas ça, après ils sont perdus et les personnes qui ont besoin de ces outils pour comprendre votre site ne vont pas pouvoir l'utiliser. Et ça peut être assez dommageable. Voilà. Donc il faut bien penser à structurer les balises pour que ce soit lisible. Dans tout gâteau, surtout quand on veut le commercialiser, c'est utile de préciser la liste des ingrédients qui ont été utilisés pour éviter les réactions allergiques de nos consommateurs. Pareil, sur une application web, on va lister un peu ce qu'il y a dans notre page web. Donc déjà, avec la structure du code HTML qui est correcte. Donc on va avoir une structure claire et définie des balises HTML, une bonne hiérarchisation des titres et des sections. Et en utilisant les textes alternatifs sur les images et les contenus qui vont être difficiles à interpréter par les lecteurs d'écran. Voilà. Donc c'est bénéfique pour les lecteurs d'écran, mais aussi pour les gens qui ont une mauvaise connectivité. Imaginez, vous êtes sur votre téléphone au milieu des champs avec une 3G alternative, voilà, qui ne marche pas toujours très bien. Vous avez une page avec plein d'images. Vous avez peut-être envie de savoir si cette image va vous apporter de l'information ou pas avant d'attendre les 10 minutes de chargement de la page. Si vous pouvez scroller et l'oublier parce que c'était juste un décor. Voilà, donc c'est vraiment utile dans plein de cas de penser au texte alternatif. Et donc quand on suit une recette, en général on essaye de garder les proportions des ingrédients. On va rarement mettre le double de la farine parce qu'on a un paquet de 1 kilo et que la flemme de peser, quoi. Voilà, on va mettre 1 kilo de farine. Puis voilà. Mais alors, est-ce qu'on ne le ferait pas un petit peu en informatique, ça, par contre? Est-ce que, parfois, on n'utiliserait pas des images d'énorme qualité, en 4K et tout, juste pour afficher un avatar en haut à droite d'un écran? Voilà. Alors, on va essayer de penser à l'optimisation de la taille des images. C'est très important et on l'oublie trop facilement. On va aussi optimiser la taille des réponses envoyées par les serveurs.
On ne va pas charger, par exemple, toutes les informations d'un utilisateur avec son historique de commande et tout ça, juste pour afficher son nom et son prénom. Voilà, on essaie d'avoir des réponses adaptées aux demandes. Et puis on va utiliser aussi, ça enfin, je pense que c'est quelque chose qui est commun maintenant, d'utiliser le lazy loading pour ne pas charger les images qui ne sont pas affichées à l'écran de l'utilisateur. Parce que s'il affiche juste sa page d'accueil et puis il va directement naviguer ailleurs et qu'on a chargé les 40 images qui sont en dessous, où en fait il n'en avait pas besoin, c'était inutile. Alors quand on cuisine, normalement, si on est sympa avec les autres, on nettoie derrière soi pour que les autres puissent cuisiner après facilement. Parce que sinon, après, on a une tas de vaisselle sale dans l'évier, et puis on se dit, oh, la flemme, et on finit par commander une pizza. Je ne parle pas de tout. Et bien en informatique, on va faire un peu pareil aussi. On va essayer d'écrire du code lisible et réutilisable par les autres, les développeurs et développeuses. Voilà, essayez d'être gentil avec ceux qui passent après vous, parce qu'en fait, ça pourrait être vous. Donc pensez à vous et écrivez du code propre et lisible. Je vais citer Oncle Bob qui dit qu'il faut toujours laisser le code dans un état meilleur que celui où on l'a trouvé. C'est vraiment un adage que je considère comme important. Alors ça peut être coûteux, de temps en temps, on n'a pas le temps, il y a un bug en prod, faut aller vite. Mais après, vous allez le payer très cher, en fait. Donc, prendre le temps de faire des choses propres. Je ne dis pas de suivre tout ce que dit Oncle Bob, mais au moins ça. Et puis on va essayer de préparer un gâteau qui sera facile à enfourner. Parce que si votre gâteau il tient en équilibre ou il est moitié liquide, surtout quand vous allez le mettre dans le four, ça va être une catastrophe un peu. Donc là, sur notre site web, on va essayer de penser aux ops qui vont le mettre en prod. Ne pas mettre un truc qui tient avec des bouts de ficelle et que dès qu'ils vont essayer de le mettre en prod, ça va se casser la figure. Alors, on va faire des applis simples à déployer. Donc, la mise en prod, ça doit être une opération anodine et non douloureuse. Ça doit pouvoir être faite quotidiennement. Pensez-y. Et on pense aussi à la documentation et à automatiser au maximum le process. Voilà, tout ça pour aider les autres. Parce que le jour où l'ops n'est pas là, c'est à vous de le faire. Et c'est pareil, pensez à vous à l'avenir. Donc maintenant qu'on a pensé aux ops, on va pouvoir mettre en prod et passer notre gâteau au four. Donc dans une pâtisserie, normalement, quand il y a pas dans votre cuisine à vous, mais dans une vraie pâtisserie, quand il y a plusieurs gâteaux à faire cuire, on les met un peu à cuire ensemble dans un grand four. On ne fait pas les uns après les autres. Là, nous, au final, on a aussi pas mal d'applis en parallèle sur des serveurs mutualisés. On a des gros data centers. Donc, en fait, c'est quelque chose qui est assez usité par nous. Donc, on y va utiliser de la virtualisation. Donc, on utilise le même serveur pour plusieurs services. Donc, on va optimiser nos ressources, les ressources physiques de la machine. Elles vont être utilisées par plusieurs applications. Donc on va avoir des économies possibles en termes d'investissement dans les machines physiques. Et le fait de mutualiser ces machines, c'est aussi très important d'un point de vue éco-conception. Ça va permettre de produire moins de matériel. Il faut savoir que 80% de la pollution du numérique, c'est dû à la phase de fabrication du matériel. Donc moins on fabrique de matériel, et moins on va avoir d'impact sur la planète. Donc on utilise des fours mutualisés. On va essayer de faire en sorte de ne pas les surcharger et qu'ils ne s'effondrent pas sous le poids des gâteaux quand même. Donc c'est pareil pour nos serveurs. On utilise des serveurs mutualisés, mais on ne les surcharge pas, surtout pas inutilement. Et on n'y installe que le minimum requis. Vous avez souvent des images qui peuvent être un peu lourdes. Vous installez... vous avez un OS complet alors qu'en fait vous avez juste besoin d'un serveur Tomcat. Donc, regardez bien les ressources qui sont installées sur vos machines. Pensez à désinstaller les choses qui ne vous servent pas. Ça va libérer des ressources mémoire et du CPU. Hop là, je suis allée trop vite. Pardon, j'ai spoilé.
Et tant qu'on est donc du coup toujours sur nos serveurs, pensez à les couper quand vous avez fini de cuire un gâteau, vous coupez votre four en général, il ne marche pas en continu. Voilà, c'est pareil, votre serveur, pensez à le couper aussi quand il n'y a plus d'application qui tourne. Réfléchissez, vous avez peut-être encore des serveurs de test ou de recettes qui tournent pour des applications sur lesquelles il n'y a plus d'évolution en fait. Mais voilà, on a oublié en fait. Voilà, donc ça tourne comme ça tout le temps. L'idéal, c'est de prévoir un plan de décommissionnement dès le début du projet. Donc savoir à quelle date ou à quelles échéances on va couper tous ces serveurs pour libérer des ressources. Et puis en pâtisserie, quand un four est plus utilisé, il est débranché, il est revendu ou donné. Enfin, voilà, on ne garde pas comme une table de chevet à côté de soi. Donc voilà, pensez aussi à vos vieilles machines de dev ou vos vieux serveurs. Ça peut toujours servir à des associations, à des écoles. On installe un Linux dessus et c'est reparti pour 10 ans. Quoi. Et donc, voilà. Et oui, on fait des gâteaux, on ne fait pas des biscuits, donc on évite les cookies en fait. Donc les cookies sont transmis dans chaque requête HTTP, même pour les ressources statiques en fait, sur lesquelles ils n'ont aucune utilité. Donc, vous pouvez penser à héberger vos ressources statiques dans un réseau de diffusion de contenu, un CDN, configuré sans cookies. Ça va permettre d'alléger pas mal les requêtes. Et puis, dans l'idéal, on n'utilise pas de cookies du tout. C'est pas mal. Voilà. C'est souvent utilisé pour les suivis d'analyse du trafic. Il y a des alternatives à Google Analytics. Il y a par exemple Patomo, qui va vous permettre, qu'on peut configurer pour qu'il ne récolte pas de données personnelles sur les utilisateurs. Et du coup, en plus, ça évite le bandeau de consentement des cookies qui fait râler... tout le monde. Tout le monde fait râler tout le monde en fait. Voilà. Et puis vous pouvez aussi simplement regarder les logs du serveur pour avoir votre analyse de trafic au final. C'est un peu moins facile, mais ça se fait aussi. Et puis en plus, vous avez même les connexions des utilisateurs qui bloquent les trackers. Bon, je crois que c'est bon. Ouais, on va pouvoir voir notre chef-d'œuvre. Eh ben oui, en fait, en Bretagne, les Bretons, ils ont vu juste depuis le début. Le mieux, ce sont les crêpes et les guettes. Il n'y en a pas trop de mieux, en fait. Ça plaît à tous les utilisateurs, ça se mange partout, tout le temps, debout, assis. On peut l'agrémenter de tout ce qu'on veut. C'est économiquement viable. Et puis, les ingrédients sont assez simples, donc on connaît vite les allergènes. C'est génial. Voilà, c'est notre chef-d'œuvre. Vive les crêpes. Bon, sinon, pour être un peu plus sérieux et pour résumer notre conférence, je pense que vous l'avez vu, il n'y a pas de formule magique. Il y a juste essayer d'améliorer chaque étape. On voit bien que chaque action peut compter et du début jusqu'à la fin, on a toujours une marge de manœuvre d'amélioration. Et on sait qu'on ne sera pas parfait du jour au lendemain. Mais voilà, en ayant en tête toutes ces petites améliorations que l'on peut apporter, le développement informatique pourrait être du développement durable. Moins consommer, les ressources, on le sait, ne sont pas illimitées, donc l'informatique peut participer à la réduction de consommation d'énergie, de matériaux rares, etc. Mieux partager, développer son empathie avec les utilisateurs, avec ses collègues, avec soi-même aussi. Voilà, on rajoute pas de l'inutile et on fait attention à tous. Et notre client aussi sera content parce qu'on aura fait attention aussi à son budget. Moi, je dis qu'il faut reprendre son sens critique et sans partir sur du design des années 2000, hein. Non. Mais bon, la 5G, elle n'est pas encore disponible partout. Ça sert à rien de vouloir faire comme si c'était bon et comme si on pouvait avoir des ressources illimitées. Et puis, plus on ira à l'essentiel, droit au but, mieux les utilisateurs seront contents parce qu'ils n'auront que des informations utiles. Et si on pouvait abandonner un peu la surabondance
que les tendances sur lesquelles on va, l'informatique se portera mieux, à mon sens. Et donc la fameuse petite liste à télécharger avec tout plein de conseils, tout ce que l'on a dit, même plus. Même plus, parce qu'on a dû réduire. Voilà, parce qu'on a dû réduire un peu quand même. Donc voilà, c'est une liste aussi qui permet d'ouvrir un peu à plein de sujets de réflexion. Donc n'hésitez pas aussi à creuser par vous-même et à vous faire votre propre avis. Voilà, merci pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions? C'est lourd à digérer, hein, on le sait. Hein. Notre gâteau, il est un peu... Ça reste sur l'estomac. Bonjour. Bonjour. Merci pour ce talk déjà. Et merci de partager et de populariser le sujet, c'est super. Je partage juste 2 petites idées. Donc, c'est pas vraiment une question, c'est des idées que j'ai eues ces derniers temps parce que j'ai réfléchi un peu aussi à ça. Je crois qu'il y a un point de préoccupation important à avoir aussi, surtout dans le cadre d'une entreprise qui est assez conséquente, c'est le coût de la consommation en interne de toute l'infrastructure pour les environnements avant la production et les tests. Ou par exemple une idée toute bête, mais plutôt que tester dans la CI parce que ça va plus vite et on gagne du temps, se poser la question, attends, qu'est-ce que je peux casser? Est-ce que je peux tester ça en local rapidement avant de l'envoyer et économiser de l'infrastructure et du temps de serveur? Je dis ça parce que dans ma boîte, on a à peu près 300 heures de serveur pour quand on pousse une branche. Parce qu'on a des bons tests. Mais voilà, ça dépend vachement de l'échelle de la boîte et tout ça. Et sinon, je suis vachement à la recherche de discussions sur ce sujet-là, personnellement. Donc, s'il y en a d'autres que je croise dans les 2 jours. Mais je trouve que c'est un sujet qui mérite beaucoup d'investissement et pour lequel on n'a pas trop d'idées très concrètes de qu'est-ce qu'on peut faire vraiment au quotidien, quels sont les bons exemples. Et je suis curieux d'avoir beaucoup de retours d'expérience sur ce sujet-là, moi. Donc, pas une question, désolé, j'ai beaucoup parlé. Merci pour ces remarques. Donc, pour les discussions, alors je ne sais pas ce qui se fait à Rennes, je suis désolée, mais je sais qu'à Nantes, il y a un groupe qui s'appelle Nantes Numérique Responsable, où voilà, il y a des discussions, devrait y avoir des meet-up de temps en temps. Voilà. Mais il y a des listes de diffusion. Alors je sais surtout sur l'éco-conception, sur un panel plus large, je ne sais pas s'il y a vraiment encore des choses plus concrètes, mais il y a déjà des groupes, je pourrais te les donner tout à l'heure. Merci pour le talk. Alors, c'est pas vraiment pour poser une question, mais c'est plutôt pour compléter ce que tu viens de dire. En fait, sur Rennes, on a aussi un groupe numérique responsable Rennes et un meet-up éco-conception de services numériques que vous trouvez sur la plateforme Meetup. Et puis, si vous voulez venir voir à quoi ça ressemble, vous pouvez aussi me trouver et me faire signe. Merci. Juste pour rebondir sur ce que tu disais aussi, c'est vrai que nous, ce qui a motivé de faire cette conf, c'est vraiment de se dire que les problèmes ne sont pas indépendants les uns les autres. Donc tu parlais de temps de serveur, tout ça. Là, c'est vrai qu'on s'est dit pareil, Cécilia et Dev, moi je suis XUI, mais on a une problématique finale qui est la même. Donc qu'on a chacun à faire et à s'améliorer pour améliorer aussi après le travail de l'autre et de faire une chaîne vertueuse. Donc c'est de se dire que
à n'importe quel niveau, en tout cas, il y a des possibilités d'amélioration. Et donc c'est génial ne serait-ce que de prendre conscience et de faire ce petit pas de recul plutôt que de tout de suite faire la modification en temps réel sur le serveur, parce que on m'a dit que c'était urgent. Prendre 2 minutes de réflexion et trouver une autre solution, moi je trouve ça chouette. D'autres questions ? Oui, bonjour. Moi j'avais une question en fait. Ça concerne en fait les clients. Est-ce qu'il y a beaucoup de clients qui sont moteurs sur ces démarches de développement durable? Parce que si on n'a pas le client qui impulse, c'est un peu compliqué lorsqu'on développe les projets de vraiment avoir les moyens de réaliser ça. Alors nous, on a eu la chance d'avoir un client qui était demandant là-dedans, c'était son cœur de métier en fait, l'environnement. Donc oui, voilà, bon. Il était OK sur l'éco-conception. On a dû pousser un peu l'accessibilité parce que ça, il n'en avait pas conscience. Voilà, parfois, faut réussir à jongler un peu avec les deux. Mais la plupart des clients en fait ne connaissent même pas ces problématiques. Je pense que la première étape, c'est de leur en parler, de les éduquer. Et je pense j'espère que c'est des valeurs sur lesquelles ils peuvent adhérer et accepter que les temps de dev soient un peu allongés pour pouvoir prendre en compte ces problématiques ou d'adapter un peu les solutions qui leur sont proposées. Oui, et puis la solution, c'est aussi la solution. Parfois, on fait pas de logiciel. C'est difficile à accepter, mais ça peut être une solution tout à fait entendable en éco-conception. Ouais. Mais je pense que c'est important d'être force de proposition vis-à-vis de son client, parce que le client, lui, va avoir en tête que la partie financière et économique, et donc lui, finalement, pas que ça l'intéresse pas, mais il va pas forcément connecter développement durable et sa problématique qui veut absolument son joujou, parce que souvent c'est ça, que ce soit une application, un site internet ou autre, c'est le joujou des clients. Mais voilà, aussi être force de proposition et lui dire que peut-être que 3 jours d'UX en début de projet va économiser derrière des problématiques qui se seraient rencontrées parce que le dev aurait fait quelque chose selon le cahier des charges et qui serait mal fini à la fin. Donc c'est, selon moi, il faut aussi se dire, allons-y et on croit que ça peut marcher, donc on propose. On peut aussi actionner le levier RSE. Parfois, ils ont ça marche bien, ça. Des choses à fournir, des grilles RSE à remplir, et du coup, ça coche pas mal de cases, en fait. Ouais. C'est pratique. Bon, ça fait un peu greenwashing, mais du coup, si on peut le détourner pour quelque chose de bien, allons-y. Bonjour, j'avais une question du coup sur justement les clients, etc. Est-ce que vous avez déjà eu à convaincre des clients que certaines features qu'ils voulaient, c'était pas forcément, ça a été justement peut-être trop énergivore et pas très durable, et peut-être de les forcer à revoir ce qu'ils voulaient, est-ce qu'ils avaient vraiment besoin de ça, etc. Oui, moi en tout cas, oui, hein, c'est possible et l'important, c'est que si on a réfléchi à toutes les étapes en disant, voilà, c'est ça notre cible, on voit que les personnes vont plus souvent consulter depuis leur mobile, mais le problème, c'est que vous voulez ça, c'est incompatible, donc il va falloir trouver, proposer des choses différentes, proposer des alternatives. Après, ça sera des compromis, donc c'est pas forcément, on tendra pas sur l'idéal, peut-être. Mais de se dire peut-être que ça sera un petit peu moins énergivore, donc on aura au moins gagné ça. Mais oui, ça nous est arrivé. Alors après, on gagne pas tout le temps. Hein. L'idéal, c'est de trouver, de venir déjà avec une alternative en fait. Tu veux ça, mais finalement, peut-être que ça va répondre aux besoins. Ce sera. Alors, parce que faut savoir que l'éco-conception, ça a aussi un avantage à côté, c'est que ça améliore les perfs. Donc ça, en général, les enfants... Ils aiment bien. Merci. Oui, bonjour. Merci pour la conférence. J'ai une question
question un peu plus large. Aujourd'hui, tous les développeurs sortent des... ok. Tout le monde fait du React, du Vue, avec du Virtual DOM, etc. On parlait de sites statiques web, etc. Mais en fait, on génère des sites statiques mais en embarquant énormément de JavaScript. Je ne sais plus les derniers chiffres, mais je crois que c'est 200% d'augmentation de JavaScript dans les sites web. Et du coup, comment on fait le lien justement à essayer de passer toutes ces modes parce qu'il faut aller vite dans le développement. Donc on utilise des frameworks puissants, mais qui embarquent beaucoup trop de choses pour rien. Et partir justement sur revenir sur des bases, sur des sites statiques, du Vanilla, JavaScript ou autre. Est-ce que vous avez donc oui, justement, on avait fait un projet où le but c'était qu'il soit un site grand public, où il fallait qu'il soit éco-conçu, et on est parti sur une stack, sur la Jamstack. Donc c'est de la génération de sites statiques à partir de code qui nous, donc, dans notre cas, c'était écrit en Vue. Donc on a utilisé la puissance du framework pour que nos devs aillent vite, mais derrière ça générait un site statique. Et bon, après, je me suis arraché les cheveux sur le config de Webpack pour optimiser et virer pas mal de choses, mais c'est possible en fait d'allier un peu le meilleur des deux mondes, comme on veut, quoi. Mais oui, mais après, c'est un petit pas aussi le but n'est pas de vouloir faire parfait du premier coup. C'est de se dire, en allant en petits pas vers une autre solution, vers des solutions qui sont alternatives pour l'instant, c'est de se dire aussi, voilà, je commence à réfléchir différemment, j'essaye d'améliorer, et à la fin, peut-être que ça sera dans 1 an, 2 ans ou plus s'il y a besoin, on arrivera à quelque chose de parfait qui sera avec des dumps nettement moins lourds et tout ça. Hein. Mais plus on entrera dans cette dynamique d'amélioration et plus on pourra y arriver. Si on attend que ça arrive en disant moi j'attends la solution idéale, finalement ça n'arrivera pas. En fait, est-ce que vous préconisez plus des frameworks que d'autres, genre du React sur de l'éco-conception de statique? C'est non, quoi. Ça n'a pas de sens. C'est aussi toute cette question, c'est comment on arrive à transformer les usages des frameworks petit à petit, quoi. Et ça, c'est compliqué, je pense. Mais hier, il y avait une présentation sur Svelte, par exemple, qui est beaucoup plus light, etc. C'est des frameworks qu'il faut pousser justement dans l'éco-conception, je pense. Donc, souvent on oublie en fait toute cette partie de développement où il faut aller vite, etc. Et en fait, qui surchargent les S3, etc. Qui font aussi beaucoup de traitements chez les clients. Et il y a un truc aussi que vous n'avez pas forcément parlé, mais pour moi le plus important dans l'éco-conception, c'est en fait le sentiment de lenteur chez le client. Et en fait, ce qui coûte cher, c'est pas le site, c'est important qu'il soit optimisé. Mais s'il a une sensation de lenteur, il va racheter un portable. C'est ça. Oui, c'est vrai qu'on ne l'a pas. Mais oui, c'est le cœur de l'éco-conception. Maximum en fait sur l'empreinte carbone du monde qui est complètement aberrante. Et du coup, il faut aussi essayer de faire des choses niveau X, etc. très simples, avec très peu de JavaScript, même si on en embarque plein qui ne sert à rien pour l'instant. Mais je pense que ça aussi, c'est une bonne piste à penser lors de la conception. Voilà, merci. Tout à fait. Donc, le but, c'est effectivement que les gens arrêtent de changer de téléphone ou de machine tous les 6 mois et qu'ils puissent garder leur matériel le plus longtemps possible. Et c'est compliqué encore actuellement. C'est rouge. C'est rouge. C'est rouge, ça clignote en 0. Merci en tout cas pour votre attention.